Nous continuons d'évoquer un moment la Guinée équatoriale où le président Obiang annonce un dialogue pour préserver la paix. Et Credo Tété, c'est vrai que l'idée, comme nous le disons, est à saluer. Mais quand il dit un dialogue pour préserver la paix et le développement que connaît le pays actuellement, est-ce que la Guinée équatoriale connaît vraiment un développement actuellement? Mieux que le passé, en tout cas. Je crois que M. Nguema a parlé sous deux angles, la préservation de la paix, parce qu'il estime qu'il n'y a pas encore de ces soulèvements-là. Donc pour lui... il faut anticiper. Oui, il faut anticiper. Calme voudrait signifier la paix pour lui, même s'il y a des bouillonnements internes ou bien si les gens n'arrivent pas, il n'a pas permis ce cadre d'expression des mécontentements. Mais après 38 ans de pouvoir, il doit quand même savoir que les Guinéens ont soif du nouveau. Oui, moi, je dirais que c'est parce qu'il sait qu'il est en train de choisir d'emprunter cette voie de sixième dialogue. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas réellement se remettre en cause. Se remettre en cause, c'est arriver à donner un signal fort à son peuple pour dire que après 39 ans, je vous ai tellement opprimé, donc il n'y a pas de développement même de la personne humaine, donc il va falloir qu'on fasse autre chose autre là. C'est ce courage qui manque au président équato-guinéen et il veut habiller cela par ce sixième dialogue et autres là. C'est vrai, il a dit que les stratégies seront définies, des stratégies globales et surtout inclusives. Mais moi, je crois que le caractère inclusif souffre déjà, parce que s'il a un opposant charismatique à lui et qui n'invite pas à ce dialogue-là, donc on s'est posé la question autre là. Maintenant, sur le plan développement de la Guinée équatoriale, il dit qu'il veut préserver ce développement aussi. Aujourd'hui, lorsqu'on vante les mérites de ce pays à l'extérieur, ou bien pour ceux qui ne connaissent pas la Guinée équatoriale, mais on dirait que c'est la Suisse. Que c'est la Suisse parce que l'argent circule. Et autres là. Mais l'argent circule entre un cercle bien donné et dans ce même pays où on parle. Là-bas aussi, il y a une minorité qui accapare les richesses. Oui, non, et c'est ce que je disais tantôt. Mais moi, je ne voudrais pas parler de minorité, ni étant pas. Mais moi, je dis que c'est l'image de la bourgeoisie face au prolétariat. Donc, il y a des bourgeois équato-guinéens qui vivent bien, qui n'ont aucun souci, mais à côté, il y a les prolétaires qui les côtoient. Et ce sont ces prolétaires que monsieur le président équato-guinéen doit s'investir maintenant à satisfaire. Pour satisfaire ces personnes, du moment où ces personnes ont des ressentiments qui n'arrivent pas à exprimer parce qu'il n'y a pas un espace de liberté d'expression, donc il va falloir qu'il débouche un peu les choses sur le plan politique. Donc les gens, il doit permettre aux gens de s'exprimer, de faire leurs propositions et je crois que s'il est vraiment animé d'une bonne intention, il doit permettre à ce que les Équato-Guinéens qui sont beaucoup plus du côté de la diaspora, qui ont des choses à dire, puissent le dire pour le redécollage de ce pays. Adam Adjono, heureusement qu'ils n'en sont pas à 27 dialogues, c'est le 6e, ça veut dire qu'il y a quand même eu 5 qui ont échoué. Tout à fait, mais vous savez ce que moi j'aimerais quand même ajouter à cela. Vous savez, il est annoncé d'ici peu que la Guinée équatoriale va accueillir le prochain sommet de la BAD. Et pour ceux qui ont de développement, et pour ceux qui ont suivi le sommet dernier, vous savez, la Banque africaine de développement aujourd'hui mise sur la bonne gouvernance, mise sur la bonne gouvernance et tout ce qui collabore, la démocratie, puisque ils estiment qu'aujourd'hui il faut ces éléments-là pour créer vraiment de la richesse et le développement. Donc, étant donné que la Guinée équatoriale, qui est l'organisateur prochain de ces assises-là, il faudrait quand même qu'il pose des bases, un certain nombre de bases qui puissent tendre à cela. Donc moi je pense qu'il y a cet esprit-là aussi qui aurait quand même conduit Obiang Nguema aujourd'hui à pouvoir aussi ouvrir un peu la vanne pour appeler à un semblant de démocratie. Donc c'est à cela que je reviens vraiment à la problématique posée par le pasteur Edo, qui voudrait dire que aujourd'hui, est-ce que ce dialogue-là appelé, même s'il a défini un périmètre qui puisse quand même donner, au moins redonner un peu l'espoir à ceux qui sont à l'étranger de pouvoir participer ou prendre part à ce dialogue-là, il faudrait quand même prendre ça avec beaucoup de pincettes. Si derrière ça, il y a une bonne volonté, de bonnes intentions, ou c'est un semblant de dialogue pour qu'après, vraiment ce sommet-là, pour qu'on puisse retourner à la case de départ. Pasteur Rido, comme en tout cas la convergence pour la démocratie sociale CPDS n'y croit pas du tout, car il dit Obiang n'a jamais respecté les accords des précédents dialogues. Voilà. Et c'est ça, parce que ce monsieur, tout le monde le connaît,
il faut appeler les choses par leur nom, c'est un dictateur en Guinée, où c'est toute sa famille qui dirige le pays, ses enfants, ses filles sont ici par là, donc c'est eux qui se partagent les richesses de la Guinée équatoriale. Donc si c'est pendant son long règne, c'est maintenant que Obiang pense au développement de son pays, au soir de son règne. Crépuscule. C'est au soir. C'est vous qui voyez le soir. Non, bien sûr, mais non. Il peut encore rester très longtemps au pouvoir. Très longtemps avec si les Guinéens l'élisent. Si les Guinéens l'ont déjà élu, vous savez qu'il y a un président africain qui a quitté le pouvoir à 93 ans. Oui, non, mais quand même, il faut donner. Mais comment? Vous savez, ces exemples-là aussi peuvent quand même guider. Non, justement, c'est maintenant que Obiang pense au développement de son pays, je crois, et préserver le développement de la paix. Ou bien c'est que l'Afrique est en train de connaître des tourments. Il y a des tourments politiques un peu partout. Il suit l'évolution de la géopolitique. Donc il veut juste prendre des mesures, anticiper pour que son pays ne connaisse pas ces genres de tourments. Mais de toute façon, qu'il veut ou pas, son pays le connaîtra certainement. Parce qu'aujourd'hui, avec le développement technologique, donc les jeunes qui sont là, qui suivent les activités, les mouvements politiques un peu partout, certainement la Guinée équatorienne ne va pas se dérober à ces développements sociopolitiques que nous connaissons sur le continent. Donc, vaut mieux pour lui d'annoncer plutôt son retrait de la scène politique que de vouloir organiser un dialogue pour habiller, juste pour habiller sa dictature. Et je ne crois pas que ça ne va pas prospérer. Donc, il sache que ça ne va pas prospérer parce que les Africains veulent la démocratie et que il n'a qu'à prendre d'autres mesures qu'au cours du dialogue, il n'a qu'à annoncer aux Guinéens que juste aux Équato-Guinéens qu'après son mandat, il ne sera plus candidat. Je crois que ça va créer juste des pistes pour que la Guinée puisse connaître la bonne gouvernance et la démocratie. D'accord. Le Madagascar, second sujet ce soir, nous évoquons la crise politique dans ce pays, un gouvernement de consensus jusqu'à la fin de la présidentielle. Le gouvernement est entré en fonction lundi à Madagascar avec pour mission de conduire le pays en douceur jusqu'aux élections générales prévues cette année. Après un mois et demi de crise ouverte entre le président et ses adversaires, le gouvernement de Christian Tsei est maintenant mis en place après diverses négociations. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les partis d'opposition sont rentrés dans le jeu. Pasteur Edouard, on a fait tout ça pour ça? Tout ça pour ça, c'est la déception. C'est la déception. Madagascar, je crois que les manifestants sont déçus d'un gouvernement, d'une trentaine de ministres, dont 6 de l'opposition. 6 de l'opposition. L'Union nationale. Donc, si tel est le cas, pourquoi déverser les gens dans la rue? Il y a eu des morts. Au début, il y avait eu des morts. Il y a eu 2 morts. Il y a eu 2 morts. Bon, donc, la situation, vous savez, Madagascar est habitué à ce genre de crise politique. Madagascar n'est jamais stable. La politique malgache n'est jamais stable. Tantôt c'est des crises, tantôt quelqu'un qui est élu et qu'on renvoie. Donc je crois que c'est sur le même schéma. Heureusement pour le président, le nom est kilométrique. Aide-moi à le dire. Le nom Eri Rajaonarimam Piani. Je le disais, c'est kilométrique, donc tu m'as aidé, mais je ne peux pas pour le bas. Dans le président actuel, il a échappé. Il a échappé à sa chute. Mais donc maintenant, avec ça, qu'est-ce qui va se passer puisque les élections doivent être organisées dans cette année? Bon, donc on attend voir ce que ça va donner, mais avec ce gouvernement je suis pas en train de voir quand même que c'est ça qui va régler la crise selon les Malgaches. On ne le voit pas, mais si telle est l'aspiration des acteurs politiques, mais je vous avoue que les manifestants sont déçus parce que ce qui est fait, ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Alors, c'est un gouvernement, Adam Adjon, le pasteur l'a dit, qui déçoit énormément les Malgaches parce que sur l'estrade de la place du 13 mai, un membre de l'opposition a salué au micro la victoire acquise avec l'entrée des membres du TIM et du MAPAR, ces 2 partis politiques d'opposition, et la foule a répondu non, non, non. Oui, évidemment. Vous savez, à l'origine même de ce gouvernement, lorsque le Premier ministre était élu, plusieurs Malgaches sentaient directement la communauté internationale s'investir dans la crise de ce pays-là. Donc ça portait carrément les espoirs d'un certain nombre
de citoyens de ce pays-là. Mais malheureusement, on attendait qu'au soir ou au sortir de ce Premier ministre-là, qu'on ait un gouvernement qui puisse au moins dessiner au moins l'environnement, ne serait-ce que politique de ce pays-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a vu que les déceptions sont toujours là parce que c'est un gouvernement qui est sorti, disons, où la grande majorité est toujours du côté du président. Et donc, à quoi donc a servi ces remous, ces manifestations qu'on a connues par le passé? À rien. Est-ce que les manifestants n'étaient pas naïfs de croire que le président allait offrir un gouvernement où lui, il serait minoritaire? Non, pas minoritaire, mais au moins, cela devait au moins être un équilibre gouvernemental pouvait au moins apaiser les tensions que nous connaissons aujourd'hui. Mais heureusement que aujourd'hui, ils ont pu leur mal en patience parce que annonçant directement les élections qui devaient arriver dans la même année. Donc, au moins, ça a temporisé un temps soit peu la population qui n'a pas voulu encore réagir. Sinon, normalement, si on devait étaler ce gouvernement-là pendant ne serait-ce que 2 ans, vous aurez dû constater qu'on serait surtout à la case de départ, qu'on ne serait pas aujourd'hui pouvoir sortir du gouffre. Donc, disons qu'au moins, on attend de voir, les élections sont d'ici au moins 6 mois. Donc, au moins, on sortira au moins un gouvernement qui puisse répondre aux aspirations les plus profondes. Mais c'est ça aussi le contraste entre peut-être les attentes d'une population et ceux qui mènent la cadence. Oui, non, je crois qu'il faut arriver à faire la démarcation entre les populations, de ce qu'on cache sous le vocal peuple et l'action des premiers responsables politiques et autres là. Je dirais la déception, certes, c'est aujourd'hui du côté de ces populations, mais il faut dire que les partis politiques de l'opposition qui ont fait leur entrée au gouvernement peuvent considérer cela comme des gains parce que, en fait, leur intention cachée, c'est de participer à la fête gouvernementale et aujourd'hui, ils peuvent s'estimer heureux. Et je crois qu'en acceptant aller à ce gouvernement, ce sont des gens qui s'inscrivent dans une dynamique d'apprentissage. Mais là où le bas blesse, c'est qu'ils ont trahi leurs militants, les populations, parce que le radicalisme qu'ils ont adopté au début, donc on a vu que ça s'est effrité. Ou bien l'autre aspect, c'est qu'ils ont été aussi naïfs, pensant que le président malgache allait leur donner, allait faire un gouvernement équilibré 50%, 50%. Si c'est qu'ils étaient arrivés à avoir un nombre considérable de ministres là, donc ils pouvaient s'estimer heureux parce qu'ils vont contrôler autres là. Maintenant, il faut aller même voir et essayer de décortiquer les portefeuilles ministériels qu'ils ont. Ce sont des portefeuilles qui ne représentent pas grand chose, donc ils ne peuvent pas contrôler l'action gouvernementale avec ça, mais je crois que ces opposants ayant des intentions, des agendas toujours cachés que ceux qu'ils prétendent défendre, donc eux ils ont trouvé leur créneau pour se reposer un peu au niveau du gouvernement. Mais moi je crois le fait qu'on assiste à un certain calme aujourd'hui, cela peut être mis à la latif de ces opposants qui ont bouillonné un temps soit peu, mais surtout à une implication de la haute cour constitutionnelle du pays qui a manœuvré afin que les nouvelles lois électorales qui étaient à la base de l'enclenchement de cette crise soient annulées. Donc ça, c'est déjà un acquis. Maintenant, il faut aller au gouvernement justement pour voir tout le verrouillage qui était fait avant, pour voir tout le système devant amener aux élections. Ne pas participer au gouvernement aussi, ça c'est faire la part belle au pouvoir en place pour que ils continuent pas à dérouler leur tapis. Et malheureusement, c'était cette expérience que nous voyons dans d'autres pays africains où on ne veut pas faire l'apprentissage de la gouvernance à la base. On trie, donc c'est le fauteuil présidentiel qu'on veut, mais alors qu'on n'a pas le temps d'apprendre. Pasteur Edo, finalement, c'est le peuple qui est dupe après tout. Non, en fait, il faut remonter un peu, au début de la crise malgache. Elle est due justement à l'insertion dans le code électoral de lois qui mécontentaient un peu. Qui sont controversées. Mais si la haute cour constitutionnelle a pu réussir à les annuler,
Alors ça, il faut au moins crier d'abord la victoire, parce que c'était ça, ce que l'opposition et le peuple voulaient. Maintenant, quant à ce qui concerne la gestion collective du pays vers les élections, il va falloir quand même, en principe, on devait avoir un gouvernement qui puisse répondre. Qui puisse à l'aspiration populaire, tel n'est pas le cas. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est le président là qui avait gagné les élections, donc c'est sur lui. Puisque ce n'est pas une transition, une grande transition en tant que telle. Donc il reste toujours dans son mandat. Donc c'est lui qui a été élu. C'est vrai que la majorité soit de son côté, ça c'était normal. Mais la haute cour constitutionnelle avait demandé que le gouvernement respecte la configuration des législatives de 2013. Et en 2013, le président actuel n'avait pas de parti et n'avait pas participé aux législatives. Oui, voilà, c'était le MAPA qui avait la majorité relative. Oui. Mais aujourd'hui, le MAPA n'a que 4 ministres dans le gouvernement. Voilà, donc je crois que il se paraît-il qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé, personne ne pourrait le dire avec exactitude, mais il faut savoir quand même que la situation actuelle, on voit quand même peut-on quand même se réjouir quand on a fait toute cette rodomontade et après on sort avec 4 portefeuilles, 2 pour le team, 4 pour le MAPA, tourisme, aménagement du territoire, c'est rien comme portefeuille. Il n'y a même pas un portefeuille ministériel de souveraineté qui puisse contrôler l'action politique. C'est ce que je disais que, au fait, est-ce qu'ils avaient voulu, c'était leur intention au départ. Des fois, il faut quand même aussi voir le fait que les oppositions africaines, quand elles demandent quelque chose, et puis il y a des déviations, on dévie. Vous avez vu, leur intention, c'était de faire de sorte que c'était le départ du président. Ils avaient demandé clairement, après avoir demandé l'abrogation de la loi, mais ils demandaient le départ du président. C'était l'abrogation d'abord. Il y a eu le départ arrivé au départ du président. Mais maintenant, il n'y a eu ni l'un ni l'autre. L'abrogation, c'est vrai, la haute cour a annulé certaines dispositions électorales. Mais maintenant, c'est ça souvent ce que nous disons, que l'opposition des fois agit comme si c'était à l'aveuglette, quoi. Bon, donc voilà. Alors Adam, ça veut dire quoi? Non, mais je crois que le pasteur n'a pas le courage de dire mais je crois que c'est Adam qui l'a dit. Les oppositions africaines souffrent d'une même maladie. Une opposition qui est inorganisée, qui manque de stratégie, qui ne sait pas là où elle va. Parce qu'avec 4 portefeuilles ministériels, des portefeuilles, disons... de deuxième rang. De deuxième rang, bien de troisième rang. Donc on ne sait pas ce qu'ils peuvent contrôler dans l'action gouvernementale. Donc c'est dire qu'au-delà de porter les aspirations de ce peuple entre griffes, voilà qu'il y a des hommes politiques qui veulent se positionner eux-mêmes sociétalement et puis politiquement. Donc ils n'ont aucune vision et là ils ne prennent pas soin des aspirations de ces populations. Malheureusement, nous vivons cette situation dans un autre pays ouest africain que nous connaissons tous et puis qui nous a vu naître. Adam Adjorno, ça veut dire quoi? Qu'on vend des illusions au peuple? Non, vous savez, c'est une controverse que moi j'allais dire un toit soit peu positif. Dans la mesure où aujourd'hui je me dis le courage qu'a eu ces oppositions-là de pouvoir rentrer dans le gouvernement, même en occupant des postes de second rang, serait quand même salué quelque part. Comme nous venons de le dire, dans un pays qui nous a vu naître, cela ne serait pas possible, surtout lorsqu'on sait qu'on a posé des préalables qui ne sont pas pris en compte. On n'a rien gagné au sorti de cette crise-là. On a quand même eu le courage de pouvoir laisser. C'est vrai que peut-être les élections à venir nous en diront plus, mais certes, à partir du moment où on en a vu au niveau des manifestants, pouvoir donc sortir toujours dans la rue, pouvoir dénoncer au moins ces attitudes-là qui consistaient à pouvoir déléguer ou redonner dans des postes de second rang à des gens qui estimaient porter les aspirations de ce pays-là. Au moins, on pouvait quand même saluer cela et saluer le bravoure de ces oppositions-là, de ce pays-là, qui ont eu ce courage-là d'aller au moins essayer l'action gouvernementale, de frotter au moins les méninges avec ceux qui dirigent le pays. C'est une bonne chose. Si on pouvait au moins s'en inspirer dans d'autres pays, je pense que ce serait quand même de bons gars. Ça pourrait nous sortir. Non, mais moi, je crois que dans le même ordre d'idée que ce que le confrère vient de dire, il y a une notion qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est que l'adulte apprend en faisant.
Donc il y a une thématique de l'apprentissage de l'adulte. Mais lorsque vous n'y allez pas, lorsque vous ne faites pas l'expérience de l'action de gouvernance et puis du gouvernement, donc vous ne pouvez pas demain avoir les outils nécessaires pour gouverner. Certes, nous les accusons aujourd'hui qui n'ont pas su négocier assez de portefeuilles ministériels, mais en étant au gouvernement, s'ils savent jouer très bien leur partition, ils peuvent se faire entendre et surtout apprendre. Parce que l'adulte apprend, je le répète, en faisant. Alors, pasteur Edo, au-delà de tout, on le dit, le peuple malgache, enfin l'opposition, les partisans de l'opposition sont véritablement déçus et demandent que les ministres du MAPAR et du team n'acceptent pas entrer dans ce gouvernement-là. Non, je crois. Alors, je vous cite quand même une phrase d'un des ténors de l'opposition. Il dit: hier, au sein du team, c'est le parti de Marc Ravalomanane, à 16h, on a encore discuté si oui ou non on allait dans le gouvernement. On a dit non, puis on a reçu l'ordre d'entrer d'abord et on verra après. On verra après, vous voyez tout ce qui cache, tout ce qui cache la forêt. Mais je ne crois pas qu'il faut remettre en cause ce semblant de paix que le Madagascar. Donc finalement, c'est le président qui sort grand vainqueur. Non, ce n'est pas le président qui sort. Vous savez que le pouvoir, le régime a été affaibli par ces manifestations. Oui, mais là, vous avez vu la composition du gouvernement. Non, la composition du gouvernement, oui, c'est vrai. On a pensé qu'il allait nommer un Premier ministre de l'opposition. Le Premier ministre n'est ni du pouvoir ni de l'opposition. Il a réussi à débaucher quelqu'un qui a été véritablement ancien ministre, mais qui est un technocrate. Alors, il a fait un gouvernement où l'opposition n'a que 6 ministres. Donc, 24 viennent de lui ou de la société civile. En fait, il était dans son mandat légal, légitime, qui devait conduire à la fin de son mandat avant l'organisation des élections. Bon, s'il y a eu ces manifestations, ces tourments, et qu'aujourd'hui, il a eu à partager en partie le pouvoir avec l'opposition, donc ils ne sont pas gagnants, puisque c'est son mandat qui est toujours en cours, où il n'est pas sorti gagnant. C'est plutôt, moi je vois plutôt l'opposition qui a fragilisé son pouvoir. Maintenant, il va falloir que cela se matérialise lors des élections. On va voir ce qui va se passer. Est-ce que le peuple sera du côté, va certainement faire un autre choix, donc pour sanctionner l'actuel président, pour voter un nouveau président, c'est ce qu'on va voir. Je crois qu'au finish, c'est la finalité, c'est à la fin qu'on verra exactement si le pouvoir, l'actuel président a pu gagner, a pu avoir le dessus sur l'opposition ou pas. Mais c'est ce qui est. Vous pensez quoi? C'est le président actuel qui sort grand vainqueur? Oui, mais avec la configuration du gouvernement, donc c'est lui qui a pris le devant. La part du lion. Oui, la part du lion, parce qu'il a réussi à dompter cette opposition qui était bouillonnante dans les rues et qui a accepté finalement, à quelques heures près, participer à l'action gouvernementale. Donc je crois que il est comptable de la situation et il veut faire la comptabilité générale avec cette opposition, le bras armé de cette opposition. Mais malheureusement, avec ce qui se passe, comme les dénonciations, les déceptions, ça va émousser un peu l'ardeur de ces ministres. Mais le contraire serait le mieux, qu'ils puissent véritablement s'impliquer et mettre le cap sur les élections à venir. C'est le schéma, Adam? Non, vous savez, moi je me dis, vous savez, c'est un environnement à force politique. Vous savez, lorsque nous sommes sur un champ politique, chacun définit quand même ses angles et affûte ses armes. Aujourd'hui, ça servirait à rien que ces oppositions puissent encore tenir encore plus longtemps, surtout quand on sait que dans 6 mois, il y aura des élections, on aura quand même un gouvernement. Et puis, au sortir de ces élections-là, ça définira quand même le schéma que portera ce gouvernement-là. Donc, ça servirait carrément à rien pour qu'on puisse encore continuer pas à se tirailler, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, la communauté internationale a un œil très regardant dans la situation. C'était quand même une crise assez bizarre, demander à un président à qui il reste 6 mois de quitter le pouvoir. Oui, c'est la même chose qu'on aurait connu, par exemple, à un pays frère comme le Burkina Faso, où carrément une transition
presque à la fin, on vient... un coup d'État, une transition. C'est que moi, je pensais que si on pouvait accepter les 4 portefeuilles, pourquoi quand même bouillonner à vouloir demander le départ d'un président à 6 mois de la fin? Pasteur Edo Eri Rajaonarimam Pianina, moi j'arrive à prononcer facilement son nom. Est-ce qu'il pourrait, dans le contexte actuel, être à nouveau candidat? Non, mais il va falloir justifier parce qu'il a fait 5 ans. 5 ans, il est en train de faire 5 ans. Est-ce que le bilan est à sa faveur? D'abord, avec cette contestation, cette vague de contestation que nous avons fait à la fin de son mandat, ce qui prouve qu'il y a un malaise général dans le pays. Maintenant, et à la fin de son mandat, mais ça va être très difficile pour lui d'être réélu si les élections sont honnêtement organisées. Mais à lui de voir s'il faut qu'il soit candidat pour la deuxième fois, pour le second mandat. Mais je crois quand même que les Malgaches ne seront pas en train de lui donner encore un second mandat, compte tenu de ce qui s'est passé. Vous dites quand même les Malgaches, mais ce n'est qu'Antananarivo qui a bouillonné un peu. Rien dans les autres villes. Oui, mais d'habitude, c'est souvent ça. C'est souvent ça. La capitale, souvent définie. Vous savez, la capitale est... C'est vrai que c'est une mégalopole, mais bon... Justement, donc il y a presque tout. Donc souvent, c'est dans la capitale. Mais les élections se gagnent à l'intérieur. Et quelques villes, principales villes qui souvent connaissent les agitations. Donc, mais quand même que on n'a pas senti ce président. En fait, quand il est venu, on l'a pas senti en tant que tel à Madagascar. La crise est restée. C'est vrai qu'il a hérité quand même un passif qui est très lourd de ses prédécesseurs. Maintenant, est-ce qu'il peut sortir encore la tête de l'eau? Personne ne le sait. Lui, il veut il pourra désirer un second mandat. Ailleurs, les gens veulent 3, 4, les gens veulent 5, comme dans d'autres pays. Credo, Eri, un second mandat, c'est facile? Non, mais moi, je crois qu'il faut mener la réflexion sur 2 angles. Est-ce que les tests aujourd'hui à Madame Madagascar permettent à ce président de se reproduire? Oui, donc là, constitutionnellement, il n'y a aucun problème. Donc, constitutionnellement, il n'y a pas de problème. Mais je crois qu'il a un bilan à défendre. Et le bilan ne serait pas si entaché par les dernières manifestations et autres là. Parce que si l'opposition manifeste, donc, dans une certaine mesure, il y a des gens qui qualifient aussi l'action gouvernementale. Donc, tout va se jouer dans les isoloirs. D'accord, la pause, la grande, on regarde le journal et on revient après évoquer le Nigeria.